Les coureurs des bois, ça, c'est vraiment relié à l'époque de la Nouvelle-France. Les coureurs des bois, c'est des gens, des hommes qui partaient, parfois pour des années, et pour la traite des fourrures. Aujourd'hui, on dirait que c'était des travailleurs indépendants, des travailleurs autonomes, si on peut dire, là, même si c'était un peu un anachronisme. Là. Donc, ils partaient et chacun développait son propre réseau de commerce avec les Amérindiens. Parce que la traite des fourrures ne se fait pas sans les Amérindiens. D'ailleurs, les coureurs des bois étaient connus pour ça. Souvent, il y avait 2-3 femmes en même temps dans différentes tribus. Là. Ça, c'est une autre histoire. Mais c'est ça. Donc, c'est des gens qui partaient. Et quand ils revenaient à Montréal, parce que Montréal, c'était le pôle à ce moment-là, là, ils vendaient leur cargaison de fourrure à des grands marchands français qui, eux, les expédiaient en France. Okay? Donc, c'est une façon de se faire de l'argent vite. Souvent, il y en a qui passaient leur vie à faire ça. Souvent, ils faisaient 1 ou 2 fois dans leur vie pour ramasser de l'argent pour s'établir sur une ferme, par exemple. Mais c'était des individus, des hommes. Le plus connu, c'est Radisson. Okay? C'est un bel exemple parce que ces gens-là, là, en dehors du folklore et de l'histoire qu'on nous raconte, la fidélité à la France, là, ça ne les intéressait pas. Ce qui est important, c'est de faire de l'argent. Radisson, c'est un bel exemple. Radisson, c'est un coureur des bois français. Puis à un moment donné, les marchands français lui ont fait une passe. Mettons, il s'est fait avoir. Fait qu'il servirait de bord, puis il s'est mis à vendre ses fourrures aux Américains, aux Anglais. Tous les coureurs des bois passaient par ici. L'Outaouais, c'était vraiment l'autoroute, si on veut. Là. Parce qu'à partir de l'Outaouais, tu peux, par les affluents, etc., tu peux te rendre jusqu'aux Rocheuses, on va en parler tantôt, tu peux te rendre jusqu'à la baie du Son, tu peux te rendre jusqu'au golfe du Mexique. Là. Tu peux couvrir l'Amérique du Nord complet à partir de la rivière des Outaouais. Donc, la rivière des Outaouais, c'était nécessairement le lieu de passage obligé. Donc, Radisson, pour finir avec lui, il est allé vendre ses fourrures aux Américains, puis Radisson a fondé la première multinationale américaine de l'histoire, la Compagnie de la baie du Son. C'est Radisson qui l'a fondée. Donc, les coureurs des bois, c'est ça. C'est des travailleurs autonomes qui avaient une très mauvaise réputation, très, très mauvaise réputation, parce que, vous dites tantôt, il y avait souvent plusieurs femmes en même temps. Ils prenaient un coup assez solide aussi des fois. Le commerce qu'ils faisaient avec les Amérindiens, souvent, même s'ils n'avaient pas le droit, ils leur vendaient de l'alcool. Donc, il y avait une réputation assez louche, mettons. Mais c'était des hommes indépendants, puis qui ne se laissaient pas marcher ses pieds, si on veut. Ça, c'est l'époque de la Nouvelle-France. Il y avait aussi, à l'époque de la Nouvelle-France, ce qu'on appelle des voyageurs, mais c'était très rare à l'époque des voyageurs, à l'époque de la Nouvelle-France. Parce que les voyageurs, contrairement aux coureurs des bois, c'est des salariés. Fait qu'il y a certaines compagnies françaises, de temps en temps, qui engageaient des salariés pour aller chercher des fourrures. Mais à l'époque de la Nouvelle-France, c'était très, très rare. C'était vraiment plus les coureurs des bois. Okay? Par contre, à partir de 1760, quand la Nouvelle-France est devenue britannique, qu'on est devenu une colonie britannique, bien, il n'y avait plus de lien avec la France. Il n'y avait plus aucun lien avec la France. Et tu as 2 ou 3, à l'époque 2 surtout, 2 grandes compagnies britanniques qui ont pris le monopole de tout le trafic des fourrures en Amérique du Nord, dans ce qui allait devenir le Canada, là, si on veut. Okay? Et ces compagnies-là, bien sûr, ils n'allaient pas chercher les fourrures eux autres mêmes. Eux autres, ils engageaient souvent des anciens coureurs des bois, mais ils engageaient comme salariés. Et c'est eux autres qu'on appelle les voyageurs. Donc, à première vue, ils font un peu la même job, mais c'est très différent. Donc, les voyageurs, c'est carrément des salariés, très mal payés en passant. La majorité étaient des Canadiens français et des Écossais, beaucoup d'Écossais. La compagnie de la baie du Son construisait des postes de traite. C'est là qu'on parle des postes de traite. C'est des relais soulevés à certains endroits. Comme en Outaouais, il y en avait, par exemple, Portage du Fort, il y avait un poste de traite là. Le plus connu, c'est Fort Coulonge. D'ailleurs, celui de Fort Coulonge, c'est le dernier qui est resté en action. Autrement dit, c'est lui qui a été là le plus longtemps, celui de Fort Coulonge. Il y en avait aussi, bien sûr, dans la Haute-Gatineau, au lac Sainte-Marie notamment, la Rivière-Désert, okay? Où c'est maintenant Maniwaki, là. Donc, il y en avait un peu partout. Et là, dans les postes de traite, souvent, on engageait un ancien voyageur qui commençait à vieillir, qui avait peut-être plus la force de faire la job. On le nommait responsable du poste de traite. Fait que lui, il vivait là en permanence. Donc, les Autochtones de la région allaient porter leurs fourrures là. Lui, il les achetait. Et quand les voyageurs passaient, bien, ils les remettaient aux voyageurs qui, eux, les amenaient à Montréal. Leur moyen de transport, c'était le canot. Mais le canot, on en a dans la région. Je ne sais pas, ceux qui sont allés au cégep, là, il y en a le programme d'éducation physique au cégep de l'Outaouais, ce qu'on appelle des rabascas. Ça, c'est des gros canots, là, qui peuvent contenir jusqu'à 10-12 hommes, là. Okay? Parce que, bien sûr, les voyageurs, contrairement aux coureurs des bois, les voyageurs, ils travaillaient par équipe, eux autres. C'était une équipe de voyageurs. Okay? Et ils voyageaient exactement en rabasca. Leur point de départ, c'était la Chine, près de Montréal. Là. Okay? Au printemps, au mois de mai, là, les voyageurs partaient.
Les voyageurs partaient, chacun avec leur canot, là, comme entre 7 et 10 par canot à peu près. Et là, ils remontaient la rivière des Outaouais. Juste donner une idée, là, seulement sur la rivière des Outaouais, il y avait 18 portages. Bon, les portages, tout le monde sait de quoi on parle. Les portages, c'est des endroits où on ne peut pas passer en canot, donc il faut sortir le canot de la rivière, le porter sur son dos. Et imaginez le gros canot en question, le Rabasca, là, ça prenait plus qu'un homme pour le transporter. Donc, c'est pas qu'ils travaillaient en équipe. Et ils apportaient avec eux là, tout ce qu'ils avaient besoin. Leurs provisions pour le voyage. Le voyage qui peut durer jusqu'au mois d'octobre. Donc, ils partaient comme ça. Et là, ils remontaient la rivière des... On va parler du plus long voyage, parce que même s'ils arrêtaient à certains postes de traite, là, le voyage du voyageur, justement, c'est qu'il partait de Montréal, il se rendait jusqu'à Winnipeg. Le cœur, c'était à Winnipeg. Donc, ils partaient, ils montaient les rivières, parce que là, je ne ferai pas l'itinéraire au complet, mais on remonte la rivière des Outaouais, après ça, on prend la Mattawa, lac supérieur, etc., puis on remonte comme ça là, jusqu'à Winnipeg. Fait que c'est un voyage assez long. Ils partaient avec leurs provisions simplement et ils revenaient pleins. Oui. C'était imaginez, là, juste un ballot de fourrure, là, ça pèse à peu près 90 kilos, là. Fait que ça prenait des hommes forts. En passant, je ne sais pas si c'est eux, mais on cherchait un type d'homme particulier. Le voyageur, là, ça prend un gars assez costaud. Mais en général, là, les voyageurs, par exemple, le voyageur type, là, il avait ma grandeur à peu près. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je ne suis pas grande. OK? Dans 5 pieds 4, 5 pieds 5. OK? Ça, c'était le voyageur type. Donc, un gars court, trapu, mais costaud. OK? Parce qu'on peut en embarquer plus sur le canot. Ils sont... OK? Donc, on partait comme ça. Là, on allait à Winnipeg. OK? On chargeait les fourrures. On pouvait en reprendre aussi en revenant, en arrêtant aux différents postes de traite. Et on amenait ça à Montréal. On livrait ça à la compagnie. Puis là, on payait. La compagnie payait les voyageurs pour leur voyage. C'était pas très payant. C'était pas très payant. Donc, leur nourriture, par exemple, qu'ils transportaient, ça prenait de la nourriture, probablement qui se conserve, OK? Même s'ils pouvaient chasser, pêcher en cours de route, on s'entend, là. Mais la base de leur nourriture qui partait avec eux, c'était le pemmican. Le pemmican, qui est un mets autochtone, là, qui était d'une fabrication assez spéciale et qui se conserve indéfiniment. Ça, c'était la base de leur alimentation. Puis comme je dis, bon, ils pouvaient chasser, pêcher en cours de route, mais ils niaisaient pas en cours de route. Là. Le voyage, il fallait qu'il se fasse assez vite. Là. Leur habillement, c'est assez spécial aussi. C'est toujours une chemise rouge et une tuque rouge. Aujourd'hui, on appelle ça des chemises de bûcheron, mais c'était pas des chemises de bûcheron, c'était des chemises de voyageurs. En passant, il y a un certain lien avec les bûcherons, parce que les anciens voyageurs, quand la traite des fourrures va diminuer, puis que l'industrie des bois va commencer, les anciens voyageurs vont devenir pour la plupart bûcherons. Et dans la région, ici, on en retrouve énormément de traces. C'est pour ça que je voulais en parler, parce qu'en Outaouais, c'est vraiment caractéristique. Bon, je disais tantôt, bon, souvent, ils se mariaient, bon, se marier, c'est un bien grand mot, disons, avec des Amérindiennes. Et à la fin de leur travail, parce qu'on s'entend que le travail de voyageur, là, tu ne travaillais pas jusqu'à 65 ans, mettons. Hein? Tu commençais jeune, mais tu arrêtais jeune aussi. Mais la plupart de ces voyageurs-là, ils connaissaient toute la route. Je donne un exemple bien concret ici en Outaouais. Le fondateur de l'île du Grand Calumet, Louis Brizard, c'est un ancien voyageur de la compagnie de la baie du Son, qui passait à l'île du Grand Calumet à chaque année dans son voyage, parce qu'il y avait le plus grand portage, c'était celui qu'il y avait à l'île du Grand Calumet. Là. Donc, il se promenait comme ça. Et tant qu'il a pris sa retraite, entre guillemets, si on peut parler de retraite, il est venu s'installer à l'île du Grand Calumet avec sa femme, qui était la fille d'un chef Anishinaabe. Et c'est eux autres qui ont fondé l'île du Grand Calumet. Et il a attiré d'autres anciens voyageurs. Donc, comment je dirais ça, le noyau premier de la population de l'île du Grand Calumet, c'était tous d'anciens voyageurs qui avaient passé là pendant leur job, puis qu'après leur job, ils ont décidé de s'installer là. Les voyageurs qui travaillaient dans des postes de traite, eux autres avaient un territoire à signer. Mais les autres qui faisaient le grand voyage jusqu'à Winnipeg, eux autres, il n'y avait pas de territoire à signer. Dans le fond, ils se rendaient jusqu'à Winnipeg. Puis... Ce qui est intéressant aussi en Ottawa, je donnais l'exemple de l'île du Grand Calumet, mais c'est plus que ça. Il y en avait d'autres aussi, comme dans la région du lac Sainte-Marie. Les enfants de ces voyageurs-là, bien, c'était des métis. Donc, il y avait une communauté métisse très importante en Outaouais, qu'on a tendance à oublier dans les manuels d'histoire. Parce qu'on dit toujours que les premiers arrivés, ça a été des Américains avec Philemon Wright, tout ça. C'est pas vrai.
il y avait une population métisse très importante, localisée à certains endroits dans la région, notamment dans le bout du lac Sainte-Marie. La communauté métisse qui vivait là était en lien direct avec la communauté métisse du Manitoba. Parce qu'ils se connaissaient, ces gens-là. Là. Parce que les métis du Manitoba, c'est aussi des descendants de voyageurs. C'est aussi des descendants de voyageurs. Exactement. Et donc, ils se connaissaient énormément. Dans un épisode, par exemple, très connu de l'histoire du Canada, l'affaire Riel. La tante de Louis Riel vivait à Lac-Sainte-Marie, dans la communauté métisse de Lac-Sainte-Marie. Et quand le gouvernement fédéral a lancé un mandat d'arrestation contre Louis Riel a passé 3 ou 4 ans dans la région du Lac-Sainte-Marie, en Outaouais, caché par la communauté métisse qui le protégeait. En passant, les métis de l'Outaouais, on leur donnait le nom de bois brûlés. Les bois brûlés, c'était les descendants des voyageurs et des femmes amérindiennes. D'ailleurs, ça a posé des conflits parce que ces métis-là se considéraient beaucoup plus, eux-mêmes, là, ils se considéraient beaucoup plus amérindiens que blancs, que canadiens ou québécois, là. OK? Donc, quand le gouvernement fédéral a créé les réserves indiennes en 1853, donc la Maniwaki, la réserve de Maniwaki, les Métis, eux autres, là, ils voulu aller vivre avec les Autochtones sur la réserve. Ils se considéraient comme Autochtones, eux autres. OK? Les Autochtones ont dit, il n'y en a pas question. Donc, ils étaient refusés par les Amérindiens, puis refusés par les Blancs aussi. Donc, c'est pour ça qu'ils vivaient un peu comme entre eux, si on veut. Et il y a beaucoup de noms de familles dans l'Outaouais, des familles qui existent encore en Outaouais, qui descendent de ces communautés métisses-là. Vanas, par exemple, famille Vanas, qui vient de la Haute-Gatineau. Beaucoup de noms écossais. McDougall, okay. McDonald, McTavish. OK? C'est tous des noms de familles métisses. Puis ces métisses-là se mariaient entre eux. Comme dit, bon, les Autochtones les refusaient, les Blancs les refusaient aussi. Donc, il y avait tendance à vivre entre eux, dans le fond. Mais, on le sait, là, ils n'ont jamais été reconnus comme tels par le gouvernement. Là. Ils sont dans la zone grise. Exactement, c'est dans la zone grise. Donc, on trouve... Si on me demande, par exemple, si les voyageurs ont laissé des traces en Outaouais, très peu de traces archéologiques, sauf peut-être, on pourra le montrer tantôt, la pipe de plâtre. Quand je parlais tantôt de leur habillement, il y avait la chemise rouge, la tuque rouge, puis la pipe de plâtre. OK? Qui était fournie par la compagnie. D'ailleurs, c'est intéressant parce que c'est une compagnie écossaise qui fabriquait ces pipes-là, la compagnie McDougall, qui fabriquait les pipes de plâtre. Puis ça, c'était l'attribut là, du coureur des bois. Fait que si on me parle de traces dans l'Outaouais, si vous promenez autour d'à peu près n'importe quelle rivière ou n'importe quel lac en Outaouais, vous risquez de trouver des vieilles pipes de plâtre, la plupart du temps cassées. Là. Okay? Mais si on parle de vestiges archéologiques, tout ça, le poste de traite pas de Maniwaki, mais de Fort-Coulonge, on y a laissé des traces aussi. Mais il faudrait des fouilles archéologiques plus sérieuses, là, parce qu'il y en a d'autres, comme dit dans la Haute-Gatineau, Portage du Fort, etc. Portage du Fort, porte bien son nom, Portage du Fort. OK? Donc, il y avait un poste de traite là. Donc, il y a très peu de vestiges archéologiques. Le principal, héritage des voyageurs dans l'Outaouais, il est génétique, entre guillemets, c'est les descendants des Métis. Les descendants des Métis qui viennent des couples formés par les voyageurs. Une petite anecdote en passant. Comme je dis, les missionnaires, les prêtres n'aimaient pas les coureurs des bois, puis ils n'aimaient pas les voyageurs non plus. Okay? Parce que les voyageurs aussi avaient une mauvaise réputation. Et à un moment donné, quand je faisais des recherches généalogiques, sur une famille du Pontiac. Une famille de l'Outaouais, mais qui est originaire du Pontiac. Et j'avais trouvé dans les certificats de baptême, quand on fait de la recherche généalogique, on travaille à partir des certificats de baptême, là, j'avais trouvé un certificat de baptême qui reflète très bien comment ça se passait. C'est que à cette époque-là, il n'y avait pas de prêtre permanent. C'était des missionnaires qui passaient à tous les 2-3 ans. Bon, puis là, ils mariaient tout le monde, qui vivaient ensemble souvent depuis longtemps, puis les enfants qui étaient nés dans les 2-3 dernières années. Puis j'ai trouvé un certificat de baptême où on disait, bon, je vais donner le nom de famille, là, c'est une famille d'Agenais. Je faisais la généalogie de la famille d'Agenais. On donnait le nom du père, on a le nom du fils. Mettons, j'invente le prénom, là, parce que je ne me souviens pas exactement. Mettons, Paul d'Agenais, fils de Pierre d'Agenais et de mère inconnue. C'est la première fois que j'ai vu ça dans ma vie, mère inconnue. Père inconnu, je l'avais déjà vu, mais mère inconnue. Mais souvent, c'est que les enfants des Amérindiennes, pour les missionnaires, ce ne sont même pas des êtres humains. T'sais. La plupart du temps, au lieu de mère inconnue, on marquait sauvagesse. On retrouve ça souvent dans les certificats de baptême, là, le nom du père et d'une sauvagesse, sans mentionner son nom. Mais la mère inconnue, celle-là, je l'avoue qu'elle était bonne. Mais ça veut dire que la mère était amérindienne. OK? Ça va?
Donc, c'est ça, dans le fond, l'histoire des voyageurs. Ça a duré jusqu'au début du 19e siècle, à peu près. Ça a duré jusqu'au début du 19e siècle, à peu près. En fait, la fin des voyageurs coïncide avec le début de l'industrie forestière. Et c'est pour ça qu'on retrouve beaucoup de descendants de voyageurs ou de métis en Outaouais, c'est qu'ils ont pris la place, dans le fond, des voyageurs. Les bûcherons ont pris la place des voyageurs. Puis les voyageurs avaient tous les attributs pour faire des bons bûcherons aussi. Ils étaient habitués de partir pour des mois. Ils étaient costauds. Ils n'étaient pas exigeants. Donc, c'était la main-d'œuvre idéale pour les premiers chantiers de bûcherons ici en Outaouais. Ça va? Merci.